Je voulais simplement profiter de l'occasion pour demander aux gens, vraiment supplier les gens de se manifester. Quelqu'un sait quelque chose. Nous avons plus de mises à jour dans l'affaire Nancy Guthrie. D'abord, plus d'informations sur cette deuxième note, qui dirait vraisemblablement que Nancy Guthrie est morte. Des questions concernent aussi la crypto-monnaie et le Bitcoin, et un ancien agent du FBI a déclaré que les autorités pourraient être sur le point de capturer l'homme du Porsche. Parlons-en. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Certaines affaires vous marquent et restent dans votre esprit, impossible de s'en détacher. Et je vais vous dire, ces 5 derniers mois, celle-ci en fait partie. Nancy Guthrie, 84 ans, mère de la présentatrice du Today Show, Savannah Guthrie, a disparu de son domicile dans les contreforts de Catalina, près de Tucson, en Arizona, le 1er février. Voici ce que nous savons. Elle a été emmenée contre sa volonté. Le bureau du shérif du comté de Pima et le FBI l'ont confirmé. Ce n'était ni une fugue ni un problème médical, mais un enlèvement présumé. Vous avez vu les images, l'homme masqué, la caméra de la sonnette, l'arme à feu, la lampe dans la bouche, et comment il a tenté de couvrir l'objectif avec du feuillage de son jardin. C'est glaçant et troublant. Cela nous hante depuis des mois maintenant. Mais voici la question qui se pose. Et je vais en parler plus tard avec quelqu'un qui va nous aider à trouver la réponse, quelqu'un qui, vous savez, est vraiment, je pense, un excellent expert dans ce domaine. Le FBI est-il plus près de mettre la main sur cette ou ces personnes? Parce que selon un ancien agent du FBI qui s'est exprimé cette semaine, il se pourrait bien que oui. Nous en saurons plus à ce sujet dans un instant. Voilà le problème. Malgré toutes ces vidéos, toute cette attention, toutes ces récompenses, 100 000 dollars du FBI, 1 million de dollars de la famille, nous n'avons toujours pas de réponse. Nous n'avons pas de suspect. Nous n'avons pas d'arrestation. Nous n'avons toujours pas retrouvé Nancy. Nous ne savons pas ce qui se passe en coulisses. Nous ignorons s'il y a une personne d'intérêt ou des suspects, mais pour l'instant, rien à signaler. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Nous avons appris quelque chose de nouveau qui change notre façon de voir les choses ici. Avant d'en arriver là, laissez-moi brièvement revenir en arrière. La chronologie est cruciale ici, surtout pour comprendre ce que les enquêteurs disent s'être passé pendant les premières 24 heures. D'après le bureau du shérif du comté de Pima, Nancy a été vue pour la dernière fois le 31 janvier au soir, après avoir dîné chez sa fille Annie. Son gendre l'a raccompagnée chez elle, l'a déposée vers 21h48, l'a vue entrer, la porte du garage s'est refermée à 21h50. Le lendemain, le 1er février, une amie appelle. Nancy ne s'est pas présentée à l'église. Ils arrivent à la maison, trouvent les portes arrière ouvertes et du sang sur les marches, qui sera plus tard confirmé par l'ADN comme étant celui de Nancy. Elle reste introuvable. Quelques jours plus tard, les lettres arrivent, n'est-ce pas? Des médias à Tucson ont commencé à recevoir ces messages quelques jours seulement après la disparition de Nancy, selon CBS News et plusieurs enquêteurs familiers avec l'affaire. La première lettre envoyée le 2 février exigeait des millions de dollars en Bitcoin pour le retour sain et sauf de Nancy. Les enquêteurs l'ont prise au sérieux en raison du niveau de détail qu'elle contenait. Comme l'a confirmé l'agent spécial du FBI responsable, Heath Janke, lors d'une conférence de presse, je cite, l'une parlait d'une Apple Watch et l'autre d'un projecteur dans la maison de Nancy Guthrie. Ces précisions ont amené les autorités à penser que la communication pouvait être légitime. Seule une personne qui l'aurait enlevée ou qui connaîtrait ces détails pouvait les connaître, n'est-ce pas? Et voici un détail sur lequel je veux revenir plus tard. Lorsque les forces de l'ordre ont obtenu cette adresse de portefeuille Bitcoin, elles ont dû prendre une décision. Est-ce qu'elles paient? Est-ce qu'elles versent l'argent? Est-ce qu'elles suivent l'argent? Qu'ont-elles réellement fait? Que s'est-il passé ensuite? C'est l'un des aspects les plus révélateurs de cette enquête. Nous allons en parler. Mais Savannah et ses frères et sœurs ont répondu directement aux ravisseurs le 7 février. Ils ont publié une vidéo sur Instagram dans laquelle Savannah s'adresse à ceux qui détiennent leur mère, les suppliant de la rendre pour qu'ils puissent célébrer avec elle et proposant de payer. Puis un second message est arrivé, le plus important. Selon CBS News, il a été envoyé le 6 février, apparemment depuis la même adresse IP que le premier, ce qui a amené les enquêteurs à penser que la même personne ou les mêmes personnes étaient à l'origine des deux communications. Ce message disait autre chose et c'était dévastateur. Plusieurs sources, dont CNN et NBC News, rapportent que la deuxième note affirmait que Nancy était décédée. D'après des sources ayant lu la note, elle précisait que sa mort était accidentelle et qu'elle est décédée peu après son enlèvement. La note aurait aussi précisé qu'elle était, je cite, enterrée en pleine nature. Je pense qu'Airmail a révélé l'info en premier, mais NBC News s'est penché dès le début sur le contenu de la seconde note. Et qu'est-ce qui s'est passé hier dans l'émission Today? Après le reportage, Savannah s'est adressée à la caméra, assise sur le plateau de l'émission Today avec ses collègues. Elle pleurait et suppliait quiconque ayant des informations de se manifester. Je ne peux pas faire semblant de ne pas être là. Puisque je le suis, je veux profiter de l'occasion pour vraiment supplier les gens de se manifester. Quelqu'un sait quelque chose.
Et c'est un sujet d'actualité aujourd'hui qui attire votre attention, mais c'est la vie que ma sœur mène, que je mène, que mon frère mène, que nos familles élargies mènent, que nos enfants vivent chaque jour. Et nous sommes en agonie. Et nous ne pouvons pas être en paix. C'est là que cela devient étrange, car plusieurs médias décrivent la seconde note différemment. CNN et CBS disent qu'elle contenait des excuses, une source affirmant qu'elle incluait la phrase « Nous sommes vraiment désolés ». Mais NBC, citant 3 sources, indique que la note n'exprimait aucune excuse et ne réclamait aucun paiement contre la restitution de son corps. Et Harvey Levin, le fondateur de TMZ, a publiquement contesté cela, affirmant que la note reçue par son média ne faisait aucune référence à la mort de Nancy. Mais concernant la question de savoir si les autorités ont confirmé l'authenticité des notes, il n'y a, à notre connaissance au moment de cet enregistrement, aucune déclaration officielle du FBI ou du bureau du shérif du comté de Pima confirmant de manière définitive que les notes sont authentiques. Et c'est ce que je veux approfondir. Si ces notes sont authentiques et proviennent des ravisseurs de Nancy, il faut sérieusement s'interroger sur leur véritable message. Peut-on les tracer? Écoutez, laissez-moi dire quelque chose. Nous évoquons souvent les dangers du monde dans Sidebar. Mais ce qui me marque particulièrement et que beaucoup ressentent, c'est d'être victime d'une fuite de données. Oui, vous, vos proches, vos informations privées, elles sont constamment à risque d'être divulguées. C'est pourquoi je veux que vous protégiez tous vos données en ligne. Voici comment ça fonctionne. Incogni traque tous ces anciens messages et sites de recherche qui exposent vos informations, puis ils exigent leur suppression. Écoutez, j'ai été choqué. Des bases de données détenaient mes infos et Incogni les a supprimées en quelques jours. Il suffit de créer un compte. Incogni s'occupe du reste. Leur option de suppression personnalisée dans les forfaits illimités permet de soumettre des liens à examiner et supprimer par leurs experts en confidentialité. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Utilisez le code SIDEBAR sur le lien ci-dessous et obtenez 60% de réduction sur un abonnement annuel. C'est incogni.com, SIDEBAR. Je souhaite inviter un expert dans ce domaine et suis ravi de l'accueillir parmi nous. Daniel Brunner, ancien agent spécial du FBI expert en gestion de crise, chef d'équipe des opérations tactiques du SWAT du FBI, avec une grande expérience des situations de crise. Je suis très heureux de t'avoir ici, Daniel, pour parler de ce sujet. J'ai beaucoup de questions et veux commencer par la deuxième lettre de rançon ou simplement la deuxième note. Maintenant, différents médias la décrivent différemment, n'est-ce pas? Certains disent qu'il y avait une sorte d'excuse, d'autres disent qu'il n'y en avait pas. Je veux supposer un instant que cette version contenait des excuses. S'ils s'excusent et qu'ils disent que Nancy Guthrie est morte, qu'elle est enterrée avec la nature, est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur eux d'une manière ou d'une autre? Maintenant, je ne sais pas s'ils disent la vérité, mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur l'expéditeur ou les expéditeurs? Je pense que oui. Je veux dire, tu vois, j'ai beaucoup lu ces derniers jours. Beaucoup d'autres agents du FBI interviennent et donnent leur avis sur ce que cela signifie. Tu sais, hein, quel est le profil traditionnel, tu sais, d'un ravisseur? Est-ce qu'il s'excuse? Il ne s'excuse pas. Et écoute, depuis le début, quand cet incident est arrivé en février, je disais tout le temps que ce n'était pas un enlèvement normal. Ça ne correspondait pas au schéma habituel. Et ça, c'était avant même que la vidéo de la caméra de la sonnette ne soit publiée. On peut voir cet individu suspect qui se promène. Le holster n'est pas placé à l'endroit où on porte normalement un holster. Ils se promènent, ils ne semblent pas savoir ce qu'ils font. Les gouttes de sang. Je pense que cet incident était, vous savez, un enlèvement auquel l'individu n'avait vraiment pas réfléchi. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une équipe d'enlèvement professionnelle. Je doute que le ravisseur ait bien réfléchi à cette opération. Donc, dans cette logique, je ne pense pas que l'on puisse considérer les lettres de ravisseur ordinaire comme étant fiables. Et comme je l'ai dit, vous savez, eh bien, les ravisseurs normaux, les ravisseurs professionnels ne s'excusent pas. Eh bien, ici, nous n'avons pas affaire à des ravisseurs professionnels. Je pense que nous avons affaire à des amateurs qui ont vu un moyen facile de gagner de l'argent et ils n'ont pas réalisé qui elle était. Et ils n'ont pas compris ses problèmes de santé. Ils n'ont pas compris quelles seraient les conséquences. Ils pensaient que ce serait une affaire vite réglée. Donc je pense qu'ils n'y ont vraiment pas réfléchi. Alors quand ils ont envoyé cette deuxième lettre, si elle est authentique, si la première et la deuxième lettre sont authentiques, suivons cette piste. Si la deuxième lettre l'était, je pense qu'ils étaient un vraiment. Tu sais, j'ai fait une erreur, désolé. Ce ne sont pas des professionnels. Ils n'ont pas pensé aux conséquences. Réfléchis juste à partir de là. Existe-t-il une raison de mentir sur le fait de savoir si Nancy était encore en vie ou non? Franchement, en lisant cela et en le prenant pour vrai, cela ne me surprendrait pas. Parce que tu sais, dans une affaire de disparition ou d'enlèvement,
Les premières heures, les premiers jours sont tellement cruciaux. Surtout pour une femme de 84 ans avec des problèmes de santé, je ne serais pas surpris si elle était décédée. Je veux dire, il y avait une question sur le fait qu'elle n'avait pas correctement ses médicaments, mais y aurait-il une raison de mentir à ce sujet, de dire qu'elle est morte si elle était vraiment en vie? Je ne crois pas qu'il y ait de raison de mentir. Non, je pense qu'ils étaient sincères et qu'ils ont compris. C'était sans doute leur façon de dire désolé que cela soit arrivé. Peut-être pense-t-il que cela ferait disparaître le problème et la situation, et empêcherait les forces de l'ordre de les rechercher. Donc je ne sais pas, vous savez, ce qui se passait dans la tête de ce ravisseur, parce que cela ne correspond pas à un enlèvement classique, vous voyez, ou, vous savez, à ce genre de situation. Nous en avons parlé. Je crois que c'était leur manière de s'en sortir et d'éviter les ennuis. S'ils veulent éviter les ennuis et se sentent mal, pourquoi ne pas préciser où se trouve son corps? Eh bien, je pense que c'est une excellente question de se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Je repense à la rapidité avec laquelle cette affaire a pris de l'ampleur, attirant l'attention nationale et internationale. J'ai aussi été surpris. Des interviews en Angleterre, en Espagne, en Amérique du Sud, des gens du monde entier étaient fascinés par cette histoire. Je ne pense pas qu'ils s'en rendaient compte. Ensuite, il y a le fait que s'ils fournissent des preuves, s'ils donnent des indices aux forces de l'ordre, cela pourrait permettre aux forces de l'ordre de remonter jusqu'à eux. C'est juste leur façon, vous savez, de s'en débarrasser rapidement, de vite enterrer le corps et de faire comme si rien ne s'était passé. Vous savez, il faut le voir dans l'état d'esprit de, vous savez, beaucoup d'entre nous ont des enfants et que les enfants, vous savez, font quelque chose et le cachent derrière le comptoir, derrière, vous savez, vous savez, vous mettez des déchets ou vous prenez votre paquet d'Oreos et vous le planquez là-bas en faisant comme si rien ne s'était passé. Les preuves ont disparu. Donc je pense que ça a pu être l'un de leurs états d'esprit. Je pense que Cash Patel a vraiment compromis, vous savez, toutes les possibilités de vraiment, vous savez, résoudre ça en publiant cette vidéo trop tôt. Parce qu'ensuite, les personnes qui étaient à cette porte d'entrée ont vu que tout le monde était au courant des preuves matérielles maintenant, le sac à dos, les armes, vous voyez, et ils les ont donc détruites. Ils se sont juste dit, mon Dieu, il faut que je me débarrasse de ça. Je pense que Cash Patel a compromis l'enquête par son incompétence. L'autre façon de voir les choses, c'est de rendre cette information publique. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose? Non, il ne le ferait pas. Non, absolument pas. Non, non. Non? Pourquoi? Parce que voilà le problème avec ça. Ils ont cette vidéo, et voici pourquoi l'enquête a complètement déraillé lorsque cette vidéo a été publiée. Cette vidéo a été obtenue par le FBI, puis rapidement publiée. Chaque agent du FBI à qui vous parlerez, chaque enquêteur, chaque analyste dira qu'il veut cette vidéo et qu'il veut l'analyser pendant des jours. Ils veulent à la disséquer, ils veulent à me comprendre ce qu'était le sac à dos, ce qu'était l'arme. Et vous savez, ne pas donner cet indice au ravisseur en disant hé, nous savons ce que vous portiez, nous savons que vous faisiez cela, nous savons que vous étiez à cette porte d'entrée. La dernière chose que vous voulez faire, c'est de faire savoir aux criminels que vous êtes sur leurs traces parce que cette preuve matérielle s'avère incroyablement importante lors du procès. Donc, s'ils ont pu identifier le sac à dos qu'il a acheté ou il a été acheté, mais nous savons avec certitude qu'il a été immédiatement rendu public dès qu'il a été obtenu par le FBI, je sais avec certitude que de nombreux employés du FBI voulaient l'analyser. En tant qu'agent chargé de l'affaire, je voudrais cette vidéo et l'examiner en détail, dossier par dossier. Si vous avez vu le lendemain de la diffusion de cette vidéo, que s'est-il passé? Ils ont monté la tente devant le Porsche. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de déterminer la taille de l'individu. Ils faisaient des analyses. Cela aurait dû être fait plusieurs jours avant. Le FBI aurait dû analyser cette vidéo avant sa publication. Ensuite, une fois que tout a été tiré de cette vidéo et qu'il n'en ressort rien, alors vous la diffusez au public. Non, c'est vrai. Tu parlais à quelqu'un qui pense que même avec une arrestation, un avocat de la défense aurait de quoi contester les preuves. La contamination possible de la scène de crime est un facteur clé, mais je voudrais revenir un instant sur la note. Comment les autorités ont-elles pu authentifier la note ou affirmer qu'elles pensent que la même personne a envoyé la première note? La première note qui contenait la demande de rançon, qui avait des détails clés sur l'Apple Watch, sur la pochette, souvenez-vous du rétroéclairage. Cela semblerait indiquer que les détails qui s'y trouvent ne pourraient être connus que par quelqu'un qui a commis ou aurait commis le crime. Comment authentifie-t-il ces notes? Et laissez-moi vous poser une deuxième question ici. Y a-t-il un moyen de retrouver l'expéditeur? Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur la même adresse IP, le même ordinateur, les serveurs proxy.
Alors comment authentifient-ils les deux? Disons que ces messages proviennent réellement des mêmes personnes. Alors comment font-ils pour retrouver qui les a envoyés? Excusez-moi, absolument. Ce sont toutes d'excellentes questions. Et c'est justement ce que l'équipe d'enquête est capable d'examiner. L'adresse IP, est-ce qu'ils utilisent un réseau privé virtuel, un VPN pour masquer l'origine de l'email? Ce sont toutes des choses dont je suis sûr que l'équipe d'analyse du FBI, l'équipe CART, a analysé chaque élément de preuve numérique. Et nous savons qu'ils ont envoyé 150, enfin 157 dollars de la crypto-monnaie sur le compte pour voir s'il y aurait un retrait. Et cela aurait pu fournir des éléments supplémentaires. Les 152 bitcoins, non? Pardon, 152 bitcoins, désolé. Oui, 152 de Bitcoin sur le compte pour voir qui allait les retirer. Et cela aurait créé plus de traces. Cela aurait créé plus, vous savez, plus d'indices. Et vous savez, ce que nous ferions, c'est provoquer une réaction, c'est créer une situation où, d'accord, maintenant les individus, les suspects, commencent à s'y intéresser. Donc oui, chaque élément, l'unité d'analyse comportementale à Quantico, les experts pour comprendre la façon de penser de ces criminels, je suis sûr qu'ils l'ont examiné et ont vu que c'est le même langage, le même rythme, les mêmes gestes, la même méthode d'écriture. Tout change, comme je l'ai dit, d'une seconde à l'autre. Ce qu'ils disent, c'est que c'est une formulation différente, un ton différent. Donc chaque élément de preuve, dès qu'il est présenté, comment, pourquoi est-il allé à TMZ, et pourquoi est-il allé à une chaîne locale? Tout cela est analysé. Et l'équipe d'analyse du FBI, parmi les meilleures au monde, il y a certains de ces gars qui font ça depuis toute leur vie. Ils vont trouver, s'il y a la moindre possibilité d'un indice ou d'une piste, ils vont la suivre. Donc je suis sûr que chaque piste a été exploitée pour déterminer l'origine de ces emails et de la communication. Pourquoi un email? Eh bien, allons voir ces serveurs. Allons voir les serveurs. Tu sais, c'était Gmail. D'accord. Délivrons un mandat de perquisition visant Gmail. Regardons ce compte. Qui a ouvert le compte? Quand a-t-il été ouvert? Quelle était l'adresse IP lors de l'ouverture du compte? Il ne suffit pas de voir l'email ou l'expéditeur. Examinons le compte. Qui l'a ouvert? Quand? Et où se trouvait l'adresse IP à ce moment-là? Combien de fois le compte a-t-il été consulté? Combien de connexions? Tout a été examiné. Je suis donc certain que tout a été disséqué. Pour revenir à ce que tu as mentionné, les forces de l'ordre devaient prendre une décision, n'est-ce pas? Que devaient-elles faire avec ce portefeuille? Donc, selon le New York Post, le FBI a déposé 152 dollars de Bitcoin dans ce portefeuille. C'était une demande de 4 millions de dollars en crypto. Ils ont mis 152 dollars. Tu as parlé de provoquer une réaction, ça n'a pas été touché. C'est juste là, en attente. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? Est-ce que ça t'indique quelque chose? Et j'ai vu des articles qui suggèrent, était-ce une erreur de procéder ainsi? Qu'en penses-tu? Je pense que c'est justement ça, l'attention des médias sur l'événement, l'attention portée à tout ce qui s'est passé. Je pense que, à mon avis, les ravisseurs en ont entendu parler. Quand les gens ont commencé à spéculer sur le paiement en Bitcoin, des experts y sont intervenus en expliquant que si on payait ainsi, on pourrait les remonter au moment du retrait. Je pense que c'est possible. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ils n'ont pas retiré parce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils pensaient que c'était, vous savez, sans aucune trace. Et puis bah, peut-être en regardant les médias, les grands médias, et en lisant à ce sujet, ils l'ont appris. C'est pourquoi, lors de prise d'otages, on refuse la présence des grands médias, par exemple dans une banque. Il ne faut pas que les caméras filment l'action de la police, car les malfaiteurs pourraient observer depuis la banque. La situation pourrait être similaire, où ils apprenaient sur le tas et se disaient: Mon Dieu, si je retire ce bitcoin, alors ils vont pouvoir me suivre à la trace. C'est une possibilité qu'il faut prendre en compte. C'est peut-être pour ça qu'ils ont regardé ça en se disant: D'accord, cela pourrait remonter jusqu'à moi. Au fait, tu continues de dire les ravisseurs. Tu penses qu'il y a plusieurs personnes impliquées ici? Autrement dit, j'ai vu ce genre de reportage aussi. Sommes-nous censés croire que le type maladroit sur le Porsche est la même personne qui aurait pu essayer de mener une opération de rançon sophistiquée en crypto-monnaie? Penses-tu que plusieurs personnes pourraient être impliquées dans cette affaire? Écoute, je ne peux pas. Tu sais, en tant qu'agent de terrain pendant 20 ans dans le New Jersey, je n'ai jamais dit de façon définitive que c'était une seule personne ou 10 personnes. Donc oui, Je pencherais pour dire que, tu sais, hein, pour moi, je dirais qu'il est plus probable que plus d'une personne soit impliquée. Les chances qu'une seule personne ait réussi tout ça, c'est possible, c'est possible. Mais je pense que l'acteur solitaire, tu sais, pour utiliser des termes liés au terrorisme, l'hypothèse du loup solitaire est la moins probable. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une équipe de 10 personnes.
Je pense que c'est, tu sais, une, 2 ou 3 personnes qui se sont réunies et se sont dit: «C'est plutôt cool, tu sais, allons-y». Donc ça va rapporter vite. Mais faire ça, tu sais, je pense qu'une seule personne, c'est possible, mais moins probable. 10 personnes, peu probable, parce que je pense que si c'était une grande équipe, alors l'une de ces personnes aurait craqué et fourni des informations. Eh bien, Eh bien, n'est-ce pas intéressant? Parce que nous savons que la note ou les notes envoyées à TMZ ne venaient pas nécessairement du ou des ravisseurs. Ça venait de quelqu'un qui avait des informations. Et encore une fois, je reviens là-dessus, j'ai tout lu sur cette affaire. Certains pensent que cela pourrait être quelqu'un qui était lié à l'affaire, peut-être un complice, un membre de la famille, peu importe. Et vous savez, ce serait quelqu'un qui a des informations. Je me demande si, en apprenant plus sur les notes et les motivations, on pourrait découvrir quelque chose d'encore inexploré. Et si quelqu'un finira par fournir des informations, il n'est jamais trop tard. Savannah Guthrie lance cet appel dans le Today Show. Quelqu'un sait quelque chose. Le public pourrait clairement avoir les réponses ici. Mais cela revient à cette idée. N'avait-il pas semblé que quelqu'un détenait des informations et était prêt à se manifester pour les bonnes raisons, certains des meilleurs incitatifs? oui, dans ce pays, de grandes affaires se résolvent souvent en visant des personnes secondaires plutôt que l'auteur principal. J'ai capturé un fugitif au Mexique. J'ai capturé un fugitif au Mexique en ciblant une personne avec qui il communiquait aux États-Unis, ce qui m'a permis d'obtenir sa localisation. Je sais que Whitey Bulger, ils n'ont pas capturé Whitey Bulger. Évidemment, son nom figurait parmi les 10 personnes les plus recherchées de Boston, mais ils se sont attaqués à sa compagne. Ils l'ont mise sur la liste. C'est comme ça qu'ils ont trouvé Whitey Bulger. Donc, en s'attaquant à une cible secondaire qui attire peut-être moins l'attention ou qui fait plus d'erreurs, en leur offrant une récompense et en disant: écoutez, on ne vous vise pas, on vise la cible principale. Donc, c'est une tactique. Je suis sûr que beaucoup des déclarations faites par Savannah Guthrie, beaucoup des déclarations faites par les membres de la famille de Savannah n'étaient pas adressées à l'auteur ou aux auteurs qui ont coordonné cela. C'était adressé aux personnes secondaires. Et puis, le nombre de personnes qui se sont adressées à eux leur disait: écoutez, venez simplement vous manifester. Vous savez, les principaux ravisseurs sont sans cœur. Ils sont, vous savez, on suit cette voie où ils sont des experts, mais ce ne seront pas eux. Ce sont eux qui ont pris la décision de le faire. Ce sont les personnes secondaires qui ont été impliquées ou entraînées. Peut-être finiront-elles par craquer, éprouver de la sympathie et donner ces informations à Savannah. Daniel, tu as dit plus tôt que tu voyais des collègues et d'anciens collègues du FBI commenter. Je dois te demander à ce sujet. Donc, l'ancienne agente spéciale du FBI, Maureen O'Connell, est passée dans l'émission radio de Megyn Kelly et elle a dit: je pense qu'il se rapproche du gars du Porsche. Et quand ils attraperont le gars du Porsche, les vannes vont s'ouvrir. Maintenant, en citant ses propres sources, elle a dit qu'elle était convaincue à 75% que cette silhouette inquiétante qui a échappé aux autorités pendant près de 5 mois serait bientôt arrêtée. Pourquoi dirait-elle ça? Quelles informations, selon toi, pourraient la pousser à le croire? Qu'est-ce que se rapprocher signifierait concrètement? Je veux dire, c'est une bonne chose à envisager, mais je suis curieux de savoir ce qui pourrait, tu vois, comment elle pourrait le savoir. Écoute, je ne vais pas rester ici à dénigrer, tu sais, d'autres anciens qui vont sur d'autres chaînes et font ce genre de déclaration en disant qu'il y a 75% de chances qu'on s'en rapproche. C'est une ancienne agente du FBI, elle n'a donc pas accès au dossier de l'affaire. Moi non plus. Et donc, je suis sûr que si, pour une raison quelconque, elle parle à l'équipe en charge de l'affaire et qu'il lui donne des informations, ce serait très surprenant pour moi parce qu'en tant qu'agent du FBI, on nous répétait sans cesse: tu ne parles pas aux médias. En tant qu'agent du FBI, il y a les relations publiques. Il y a, vous savez, l'OPA, le Bureau des relations publiques, excusez-moi, l'OPR. Et on ne parle jamais aux médias. Si ces informations étaient révélées, je serais surpris qu'un agent chargé de l'affaire soit aussi désinvolte. Du style: oui, non, j'en suis à 75%. On va y arriver. Je crois que c'est sa théorie, ça pourrait en être une. Encore une fois, tout cela, ce ne sont que mes théories, et je n'ai aucune information directe. Je sais comment j'ai travaillé 20 ans comme agent en charge d'une affaire, mais j'ignore son parcours et son histoire. Mais moi, vous savez, la plupart des agents montent dans la hiérarchie. Donc elle fait partie de ceux qui peut-être sont éloignés du travail de terrain depuis 10, 15, 20 ans. Moi, je suis éloigné depuis 3 ans. Je sais à peu près comment ça marche sur le terrain. Encore une fois, pourquoi elle dirait ça, je ne sais pas. Peut-être juste pour donner, vous savez, l'impression qu'on se rapproche et attirer davantage l'attention. Elle pourrait avoir accès aux informations du dossier.
Je serais étonné qu'un agent en charge parle aux médias. Avant de vous laisser partir, il y a quelque chose que je me demande et que j'espère. J'ai déjà vu des affaires où, grâce à la généalogie génétique ou grâce au travail d'enquête, ils ont quelqu'un dans leur ligne de mire. Il y a quelqu'un qu'ils soupçonnent et ils commencent à surveiller cette personne et attendent qu'elle jette quelque chose, une paille, une boîte à pizza, peu importe. Ils la récupèrent, ils l'envoient pour des analyses, n'est-ce pas? Ils la comparent avec le matériel médico-légal potentiel prélevé sur la scène. Cela peut prendre un certain temps. Est-il possible que cela soit en train de se produire en ce moment? Absolument. Absolument. Et c'est là que j'en reviens à la façon dont Kash Patel a fait dérailler l'enquête. Cela a compromis la possibilité de retrouver cet individu. Une personne qui occupe un poste de directeur, de chef ou de président ne devrait jamais influencer le déroulement de quelque chose qui se passe sur le terrain. Le directeur du FBI ne devrait pas influencer ou impacter l'enquête sur le terrain. Il l'a fait en publiant, en diffusant cette vidéo. Ce n'est pas la première fois qu'il influence des enquêtes. Ce directeur n'est pas compétent et influence les enquêtes menées sur le terrain. C'est inadmissible de faire ça via les réseaux sociaux. En perturbant cela, l'équipe chargée de l'affaire avait la possibilité de retrouver cet individu. Approchons-nous de lui, menons une surveillance. Le public n'a pas besoin d'avoir la vidéo tant qu'elle n'a pas été entièrement exploitée. Ils auraient pu déterminer un emplacement. Ils auraient pu suivre quelqu'un, surveiller et recueillir, comme tu l'as dit, des preuves ADN. En changeant de stratégie, ils ont maintenant rendu plus difficile l'approche d'un individu qui est suspect. Ça ne change pas le fait qu'il pourrait toujours être là. Mais oui, obtenir de l'ADN, mener une surveillance physique à l'ancienne, simplement suivre la personne. Tu sais, son mode de vie et son rythme de vie. S'il y a de l'ADN que l'individu a laissé derrière lui, je pense qu'il est probable qu'il y ait des preuves ADN quelque part, espérons-le, mais c'est vraiment une tâche monumentale de trouver ce petit indice dans une maison. Mais qui est le meilleur? L'équipe du FBI chargée de la collecte des preuves parmi les meilleurs au monde. Ils le trouveront. Et les membres de l'équipe de surveillance espérons que s'ils se rapprochent de cet individu, ils obtiendront l'ADN. Espérons que c'est le cas. Merci beaucoup, Daniel Brunner, d'être venu. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Cela faisait un moment que je voulais parler de cette affaire. Ce sont des développements importants qu'il fallait aborder. Merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où que vous écoutiez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je présente mon émission Jesse Weber Live du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.